Les experts de l'IMO, le débat. Et je l'ai dit, c'est l'heure de notre duo de choc de la fiscalité. À mes côtés, Stéphane Descartier. Stéphane Descartier, SD Conseil et Formation, bonjour. Bonjour Marie, bonjour à tous. Je le fais bien, hein, j'aurais pu faire votre appel. Et également avec nous Jean-Pascal Michaud, avocat fiscaliste chez LMD Avocats. Bonjour Jean-Pascal. Bonjour à tous. Bon, je le disais dans mes titres, il y a quand même beaucoup de sujets à aborder quand on est en plein débat budgétaire et qu'on a les experts que vous êtes sur le plateau. On va essayer de faire les choses allez, doucement, calmement, avec d'infinies précautions. Mais d'abord, j'avais une première question plus sur l'ambiance du moment. Vous travaillez avec des gens qui ont du patrimoine. Qu'est-ce que les débats budgétaires actuels leur inspirent à vos clients? Est-ce que vous sentez une forme d'incertitude sur l'avenir qui a un impact direct sur leurs arbitrages? Ou est-ce que aujourd'hui tout le monde s'en fiche? Je ne sais pas lequel de vous deux souhaite commencer, mais je voulais vraiment prendre le pouls de vos métiers respectifs. Moi, juste ce que je vois, il y a deux équipes en fait dans les clients avec lesquels j'échange. C'est que il y en a une grosse partie effectivement qui me disent stop. Alors c'est bon la fiscalité qui ne cesse d'augmenter, mais aussi le changement permanent. Hein, c'est-à-dire que vraiment il y a des choses qui sont très difficiles à passer. L'instabilité, notamment la reprise des amortissements sur le meublé, ça passe pas du tout parce que effectivement on aurait pu comprendre qu'on dise aux nouveaux investisseurs bon bah voilà les nouvelles règles, vous y allez ou pas, mais qu'on dise à des gens qui amortissent depuis 10-15 ans, vous êtes aussi concernés. Mais ça Stéphane, c'était presque, j'ai envie de dire c'était l'année dernière, mais oui. Là est-ce que le débat actuel a encore plus d'effet, j'ai envie de dire, que ce qui s'est joué au précédent débat budgétaire? Oui, mais effectivement, ça en faisait partie. C'est-à-dire qu'on change l'avenir, c'est possible, mais là, on change le passé. Donc ça, c'est très difficile à encaisser. Ce changement permanent qui concerne, y compris le passé, c'est très difficile à encaisser. Toutes les nouvelles, en gros, à part le nouvel IFI, peut-être on va en parler, le nouvel ISF, donc sont plutôt défavorables à l'immobilier. Donc il y a une partie, des gens autour de moi qui me disent stop, et une autre partie qui me disent on va revenir à l'achat. Pas tout de suite, mais quand le marché se sera complètement écroulé. Quand on aura touché le fond de la piscine. Voilà. Parce que là, effectivement, il y a 2 fois moins d'acheteurs, y compris dans l'ancien, en locatif, qu'il y a 3-4 ans. Donc le marché souffre. Le marché du studio, du petit T2, de l'immeuble de rapport souffre énormément. Donc les prix vont craquer un jour ou l'autre. Donc il y a la deuxième équipe qui me dit mais là effectivement c'est pas qu'on va dans le mur, c'est qu'on est dans le mur et donc on va se positionner dans 5-6 mois quand ceux qui ont besoin de vendre. Il y aura des affaires à faire. Voilà. Et là il y aura certainement de très bonnes affaires à faire. Enfin c'est pas très réjouissant. Ouais. Jean-Pascal, même ambiance? Oui, on est un peu entre attentisme et fatalisme selon les profils. Attentisme parce qu'effectivement ça part dans tous les sens. On ne sait pas où on va, donc c'est très difficile de se projeter, très difficile d'investir. Très difficile pour nous de conseiller nos clients. C'est ça aussi. Donc tout le monde est dans le brouillard. Fatalisme pour ceux qui ont renoncé à espérer quoi que ce soit du gouvernement. Il commence à y en avoir. Il y a des gens qui sont prisonniers de leur immobilier. Il y a des gens qui ont un patrimoine immobilier important, qui ont des charges immobilières importantes, qui n'ont pas forcément d'autres sources de revenus. Ils n'ont pas beaucoup de solutions à part attendre que ça se soit fixé pour l'optimiser. En revanche, ceux qui ne sont pas prisonniers de leur immobilier, ceux qui en ont peu ou qui peuvent s'en débarrasser, ils songent à vendre. Ils songent à s'expatrier. Nous, on a beaucoup plus de demandes de consultation sur l'expatriation depuis ces 3 derniers mois qu'habituellement. Parce que les gens ont bien compris. On n'a rien compris, mais en tout cas, ils savent qu'il y a une grosse incertitude sur l'avenir et ils souhaitent aller vers des endroits où il y a plus de stabilité. Tout simplement. Oui, c'est toujours ça en fait. C'est presque pas tant les mesures que c'est l'instabilité des mesures et des choses qui sont décidées. Et là, du coup, on va embrayer, on va mettre les mains dans le cambouis, on va ouvrir le capot de tout ce qui est en discussion là à l'Assemblée, au Sénat. Encore une fois, on le répétera régulièrement pendant l'émission, mais à chaque fois, c'est d'apprendre avec beaucoup de précautions, compte tenu du fait qu'on ignore encore l'issue des débats budgétaires. Donc, on va y aller. Stéphane a laissé entendre qu'effectivement, il se passait quelque chose de pas trop négatif. On va commencer par le pas trop négatif autour de l'impôt sur la fortune. Alors l'impôt sur la fortune improductive qui a donc d'ores et déjà été voté mais pas dans le cadre général. Donc bon, bref, on va le dire, il y a un impôt sur la fortune improductive qui est dans les cartons, qui remplacerait donc notre actuel impôt sur la fortune immobilière. Et ma question à tous les deux, c'est est-ce que finalement, pour l'immobilier, c'est pas une bonne nouvelle pour ceux qui vont investir en immobilier? Est-ce que ça finalement, c'est pas une bonne nouvelle?
Oui, alors c'est une bonne nouvelle parce qu'effectivement, si ça passe, encore une fois, il n'y a rien de moins sûr, mais si ça passe, le déclenchement du nouvel impôt sur la fortune pour l'immobilier se ferait à 2,3 millions en gros, parce que on aurait 1 million donc de franchises concernant l'immobilier. C'est-à-dire qu'on rappelle qu'aujourd'hui, l'impôt sur la fortune immobilière, c'est toujours 1,3 million, mais on a un abattement de 30% sur la résidence principale. Ouais, l'impôt sur la fortune improductive, il dit c'est un abattement d'1 million d'euros. Donc de fait... Quel que soit l'immobilier. Et en plus, on se posait la question avec Jean-Pascal il y a 15 jours, là, quand ça a été voté, l'amendement a été voté, on se posait la question s'il était cumulable ou pas avec les 30% d'abattement, ce million d'abattement. Et je pense toujours que oui. Techniquement, voilà. Oui, au regard des textes. Et on avait fait les comptes, je crois, Jean-Pascal, on était monté à combien? En gros, aujourd'hui, on peut monter jusqu'à 1,7, 1,8 millions d'euros pour l'immobilier résidence principale, j'insiste là-dessus. Demain, avec potentiellement cet impôt sur la fortune improductive, on pourrait monter... on va plutôt autour des 3 millions. Donc, quelque part, finalement, c'est un cadeau à ceux qui ont un patrimoine résidence principale important. Important, oui. Oui, alors bon, c'est quand même un peu quelque chose qui peut apparaître quand même comme assez juste, parce qu'enfin, vous prenez votre Bugatti Veyron à 2 millions d'euros pour aller à Saint-Tropez, monter dans votre yacht à 50 millions d'euros. Aujourd'hui, vous êtes un bon citoyen, vous payez pas d'ISF. Ouais. Tandis que quand vous avez l'outrecuidance de proposer à la location un studio pour un étudiant, là, vous êtes un mauvais citoyen et vous payez l'IFI. Qui peut trouver ça juste? Je crois qu'à un moment donné, qu'il n'y ait que l'immobilier, et spécialement l'immobilier loué à des étudiants, à des jeunes couples, etc., supporte un impôt, c'est unique au monde déjà, et puis c'est terriblement injuste. Donc ça, ce serait un rééquilibrage, tout simplement, de dire, voilà, tout est taxé, etc., les fortunes sont taxées. Alors je dis pas que c'est bien, mais en tout cas qu'il n'y ait que l'immobilier, c'était quand même une injustice flagrante. Mais du coup, justement, par rapport à ce qu'on se disait, au-delà du fait qu'on ait cette incertitude sur le vote à la fin de nos différents budgets, il y a quand même quelque chose. Est-ce qu'il n'y aurait pas une espèce de message quand même de cette prise en compte que l'immobilier, c'est pas nécessairement improductif? Parce que c'est un peu ça, au-delà de nos incertitudes, il y a quand même des débats, et on va parler du statut du bailleur privé aussi, mais on a une petite musique quand même qui nous fait dire, est-ce qu'on n'est pas en train de chercher à effacer le traitement qui a été fait à l'immobilier, à l'investissement locatif ces 8 dernières années? Alors, on a un premier mouvement, c'est-à-dire qu'effectivement, avant, on avait un IFI qui disait on ne va taxer que l'immobilier. Sous-entendu, l'immobilier est le mauvais élève. Aujourd'hui, on a toujours un impôt sur la fortune dite improductive qui reste quand même particulièrement insultant, et dans lequel l'immobilier reste placé. Donc, c'est pas qu'on a cessé de dire du mal de l'immobilier, mais au moins, on y a mis ses petits camarades avec. Et on ne vous dit plus, n'investissez surtout pas en immobilier. Voilà, c'est un progrès. Donc, il y a un petit changement de braquet, mais enfin, on n'est pas encore à quelque chose de formidable. Mais du coup, si on devait l'avoir, cet impôt sur la fortune improductive, avec les grandes lignes dont on vient de parler, est-ce que là, vous êtes en train de dire à celles et ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, en gros, c'est peut-être le moment, si vous vous étiez un peu séparé de votre immobilier, d'y revenir, parce que finalement, vous pourriez être mieux traité fiscalement que vous ne l'étiez auparavant? Est-ce que c'est un conseil qu'on pourrait faire? Évidemment, encore une fois, à condition que ça passe, mais voilà. Peut-être que ceux qui étaient effectivement limites, c'est-à-dire ceux qui étaient à 1,3 million, 1,4 million, mais comme les gens déclarent toujours un petit peu moins. Ouais. Bon, voilà. Peut-être que ceux qui étaient limites, effectivement, vont se dire, bon, alors là, j'ai une petite soupape supplémentaire, donc je vais regarder peut-être à nouveau. Mais je pense pas, effectivement, que ça fasse vraiment venir des gens sur l'immobilier, parce qu'il n'y a pas que l'impôt sur la fortune immobilière. La fiscalité immobilière est quand même totalement délirante. Globalement, on vous prend, dès que vous êtes dans la deuxième tranche d'impôt, 30 plus les prélèvements sociaux, on vous prend la moitié et au-dessus, on va jusqu'à 70% d'impôts sur les loyers nets. Donc, c'est ça aussi qui fait que les gens n'y vont plus, quoi. Les gens réfléchissent à 2 fois et à 3 fois. C'est pas ça qui va peut-être faire revenir des gens. Moi, j'y crois pas trop. Même chose, Stéphane? Alors, c'est difficile en conseil, on doit être prudent, donc c'est difficile de conseiller aux gens de revenir sur l'immobilier. Moi, je pense qu'il peut y avoir un effet favorable sur les biens qui ont un certain standing, une certaine valeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous étiez fortuné
c'était pas pertinent de mettre 2 millions d'euros dans un bel appartement à Paris. Ouais. Il valait mieux être locataire et mettre son argent dans des actions. Demain, si cette réforme passe, il peut y avoir de nouveaux arbitrages vers des belles résidences principales, pas des châteaux magnifiques. Enfin, on pourra avoir un bel appartement ou une belle maison sans se retrouver d'un coup à l'IFI. C'est une évolution quand même. Donc on était d'accord et on le disait il y a encore 15 jours, évidemment. C'est une mesure là, en l'occurrence, pour des gens qui sont plutôt aisés. Maintenant, on va essayer de s'adresser aux gens qui le sont sans doute un peu moins et qui s'adressent à des gens qui le sont encore moins, en l'occurrence l'investisseur locatif qui va quand même aider à héberger des locataires. Le statut du bailleur privé, je regarde là activement puisque le projet de loi de finances de l'État est revenu à l'Assemblée nationale. On attend avec impatience l'article 12, à l'issue duquel il y aura des amendements qui seront discutés, et notamment celui sur le statut du bailleur privé. Messieurs, qu'en attendez-vous ? Pensez-vous qu'on peut avoir finalement le mécanisme dont on parle depuis des années et qui ne vient pas ? La base était intéressante. Enfin, la première mouture qu'on avait eue avec 5% d'amortissement sur le neuf, alors plafonné, etc., machin, mais et 4% pour l'ancien avec des conditions de travaux, etc. Bon, pourquoi pas. La première version, en tout cas. Ça, c'était ce que recommandaient les deux parlementaires qui avaient travaillé sur le sujet. Donc, Monsieur Cosson, etc. Donc, bon, ça partait plutôt d'un bon sentiment et sur une bonne dynamique. Mais bon, là, c'était réduit comme peau de chagrin. On a entendu parler de 2% pour le neuf et rien pour cent, rien pour c'est exactement ça. Rien pour l'ancien. Alors, on entend parler peut-être de 3,5% pour le neuf, mais enfin, même 3 ou 3,5% sur le neuf, du neuf qui est quand même beaucoup plus cher que l'ancien, avec des loyers plafonnés. Enfin, après, il y a des amendements qui vont être discutés et qui prévoient aussi d'intégrer également l'ancien, mais parfois avec des contreparties. Si vous pratiquez des loyers un peu inférieurs à ceux du marché, si votre logement a une belle note de performance énergétique, mais tout ça, c'est insuffisant. C'est trop compliqué. C'est beaucoup trop compliqué. Moi, c'est ce que j'aime pas dans ce projet. C'est un mauvais remède à un vrai problème. Il faut faire quelque chose de simple, augmenter le seuil du microfoncier, par exemple, mettre une flat tax. Mais quand vous commencez à vouloir mettre des amortissements avec des 2%, des 3,5% sur certains biens, mais pas d'autres, à certaines conditions, les particuliers qui investissent dans l'immobilier, c'est pas des comptables, c'est pas des commerçants. Ah, mais ça va faire vos affaires. Ça fait marcher des comptables. Oui, ça va faire nos affaires. Vous allez devoir expliquer. Mais les gens vont pas investir parce qu'ils vont pas comprendre où ils vont. Qui a eu l'idée de mettre un amortissement ? Ça n'a pas de sens. C'est un abattement. Donc pour vous, ça va faire pchit, quel que soit justement l'amortissement, le niveau de l'amortissement qui sera retenu. Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un peu le problème, c'est qu'on se rebase sur la loi Périssol, qui était justement un amortissement qui fonctionnait bien. Et la loi Périssol, elle était inspirée d'une loi allemande qui a 50 ans, et donc qui était pour les investisseurs en Allemagne. Mais ce qui s'est passé en Allemagne, par exemple, c'est que la loi n'a pas changé depuis 50 ans. C'est-à-dire que pour les investisseurs immobiliers en Allemagne, c'est exactement la même chose. Ça n'a pas changé dans le iota depuis 50 ans. Alors peut-être que l'Allemagne a quelques problèmes de logement, mais enfin ça n'a rien à voir avec le problème français. Donc ça, on devrait peut-être s'en inspirer. À la limite qu'on fasse n'importe quoi, mais qu'on dise à un moment donné, voilà un statut, il est ce qu'il est. Alors, il faudrait mieux qu'il soit quand même un peu intéressant pour que ça relance la machine, mais on s'engage à ne pas en changer pendant au moins 10 ans, 15 ans, parce que effectivement en France, c'est les ravages. On voit aujourd'hui, c'est la conséquence. C'est pas on va dans le mur, c'est qu'on est dans le mur, et ça c'est la conséquence de la suradministration du logement. Vous vouliez pousser, on en profite pendant une minute parce qu'après on a d'autres sujets à aborder, mais vous vouliez pousser un coup de gueule aujourd'hui, Stéphane, et c'est dans votre livre dont je fais la promo. Je ne sais pas si on le voit à l'écran. Est-ce qu'on le voit bien ? Oui. On le voit bien, super. Sur le surinterventionnisme de l'État, pour vous, c'est ça l'origine en réalité de la crise du marché locatif, de la crise du logement qu'on traverse aujourd'hui en fait. Mais on dit que les marchés n'ont pas de mémoire, mais en tout cas les marchés immobiliers n'ont pas de mémoire, parce qu'effectivement, et ça remonte à très vieux, la faute originale, c'est sans doute le blocage des loyers en 1918, qui n'a été, donc les loyers ont été bloqués pendant 30 ans, ils ont été libérés en 1948, mais uniquement pour les nouvelles constructions. C'est pour ça qu'il y a encore
des beaux 48 aujourd'hui. Vous pouvez payer 200 € de loyer pour un T4 à Paris, parce que les loyers sont toujours bloqués moi, je les ai pas depuis 1918. Ouais, mais moi, je les ai pas vus, ceux-là. Mais effectivement, donc le blocage des loyers en 1918 qui a complètement anéanti la construction, puisque pour un salaire de 2000 € en équivalence, les gens payaient 40 € de loyer. Donc quand vous payez 40 € de loyer, vous achetez pas, il n'y avait plus de construction, les propriétaires n'investissaient plus, n'entretenaient plus le logement, donc c'était une catastrophe. Donc bon, ensuite le logement est reparti dans les années 60-70, puis est arrivé en 1989, donc le fameux bail 89, qui a eu pour conséquence, entre autres, de faire partir totalement les investisseurs institutionnels du logement, qui possédaient plus d'1 million de logements. C'était plus de 300 000 logements à Paris, c'était vraiment très très important. Ils faisaient le marché, notamment à Paris, et ils ont vendu, donc c'est 1 million de logements à l'époque. Donc on n'avait pas d'autre choix que de mettre en place des lois pour sponsoriser les particuliers, pour qu'ils remplacent les institutionnels, etc. Après, on a eu la loi SRU, où il y avait de tas de bonnes choses dans la loi SRU. Stéphane, vous abordez trop de sujets, on va pas avoir le temps. Oui, tout à fait. Mais alors, juste pour finir, sur la loi ALUR, qui effectivement là a bloqué les loyers, donc là aussi bloqué les loyers dans les zones tendues, juste à l'inflation. Donc là, on avait oublié 1918 aussi, ce qui a fait que aujourd'hui on est là où on en est, que le marché est complètement sclérosé, qu'il y a bientôt 3 millions de foyers en attente de logement social. Oui, alors c'est les ravages de la suradministration, c'est-à-dire qu'on crée la pénurie et après on gère la pénurie. Je suis quand même obligée de rappeler que sur l'encadrement des loyers, vous avez des villes qui n'ont pas d'encadrement des loyers, qui ont une baisse de l'offre locative similaire à des villes qui ont l'encadrement des loyers. Donc mettre toute la responsabilité de la pénurie de logements à louer sur le seul encadrement des loyers, je pense... Non, c'est pas la seule raison. Voilà. Il y a toutes les raisons, effectivement, d'avant. Et tout ce dont on parle, et la fiscalité. Comme il nous reste très peu de temps, je voulais quand même parler d'un sujet intéressant, parce que il y a des choses, le diable se cache toujours dans les détails. On a des députés, Jean-Pascal, là on va parler... aussi, ça peut être de l'investissement locatif, mais tout ce qui n'est pas votre résidence principale aujourd'hui. On a une super nouvelle. Oui, vous allez voir, on va réduire le délai pour la plus-value... pour être exonéré totalement sur la plus-value immobilière qu'on va réaliser, donc qui passerait là techniquement de 22 ans à 17 ans de mémoire. Bonne nouvelle, sauf que vous avez compris qu'il y avait aussi une autre mauvaise nouvelle, donc bon an, mal an, est-ce que je m'y retrouve? C'est à peu près l'idée, quoi. Alors oui, il y aurait plein de choses à dire là-dessus, mais effectivement, il y a un amendement qui a été voté pour réduire de 22 à 15 ans l'exonération d'impôt sur le revenu sur les plus-values immobilières. Ça peut paraître une bonne nouvelle, sauf qu'il n'a pas été voté pour la partie contribution sociale, qui reste à 30 ans pour l'exonération, donc on reste comme ça avec deux régimes distincts qui n'ont rien à voir. Et en plus, en parallèle, on a voté une hausse des contributions sociales de la CSG d'1,4%, hausse qui va frapper notamment les plus-values immobilières et les revenus fonciers. Donc c'est quand même une bonne nouvelle, plus que limite. C'est 1,4% de plus sur la CSG, c'est ça, du coup? C'est ça. Donc sur la revenu foncier. Mais donc du coup, voilà, parce qu'il y en a beaucoup qui ont parlé, parce que tout le monde nous en parlait, vous écoutiez partout ailleurs, c'était une hausse de la CSG pour les revenus financiers, mais on n'a pas vraiment expliqué que non, c'est sur le patrimoine. Oui, plus-value immobilière et revenus fonciers, ça nous concerne directement. Bon, on finit quand même par une bonne nouvelle, messieurs. Un petit geste pour nos primo-accédants? Allez, moi j'en ai une. Allez. Oui, effectivement, il y a une augmentation et ça va dans le bon sens. C'est-à-dire que les abattements de droits de donation de 100 000 € quand on donne à un enfant ou un petit enfant pour l'acquisition d'une résidence principale, qui était réservée aux neufs, sont maintenant accessibles à l'ancien. Pas là encore si ça passe. Et donc ça vient dans cette histoire quand même de remettre l'ancien dans le débat, et de faire un petit effort pour ce secteur qui a vraiment été sinistré. On rappelle, c'est 100 000 € par donateur et 300 000 € jusqu'à 300 000 € par donateur. Bonne nouvelle, messieurs, quand même, non? Ça peut donner un petit peu... Bien sûr. Oui. Non, mais j'adore la petite moute. Je sais ce qu'il va dire. Et il a raison, en vrai, Stéphane. Allez-y, dites-le pour terminer. Non, mais c'est juste, qui connaît autour de soi? Moi, j'ai un peu interrogé des gens qui connaissent autour de soi, des gens qui peuvent donner 300 000 €. Alors, c'est 100 000 € par... Ou des petits-enfants. Enfin, donc, avec le cumul, ça peut aller à 300 000. Jean-Pascal, il en connaît plein. Dans des stratégies d'optimisation successorale, c'est pas négligeable. Oui, bien sûr. Mais bon, c'est quand même extrêmement marginal. Non, mais quand même une bonne nouvelle. Moi, je pense que... il y a une prise de conscience, quand même. Vous le disiez tout à l'heure, Marie, vous avez raison. Il y a une prise de conscience qu'on est allé trop loin. On a trop chargé la mule, comme disait Véronique Bédag, la patronne de Nexity. Il y a une prise de conscience. Même le gouvernement, il y a quelques mois, a fait un peu son mea culpa en disant qu'on ne s'est pas assez occupé d'immobilier. C'est peu de le dire.
malheureusement, c'est pas qu'on s'en est pas assez occupé, c'est qu'on s'en est trop et mal occupé. Donc en rajoutant des contraintes de la suradministration, etc. Donc il y a quand même une prise de conscience. Et puis de toute façon, effectivement, c'est pas qu'on va dans le mur, c'est qu'on est dans le mur. Donc je pense que nous sommes au nadir, effectivement, de la complexité, de la fiscalité, etc. Donc je pense que ça ne peut que repartir. Ça ne peut qu'aller mieux. On ne peut que rebondir et on va devoir en rester là. Et en attendant, il y a de très bonnes affaires à faire en ce moment dans le neuf qui est complètement à l'agonie. Oui, et dans l'ancien sur les biens. Et dans l'ancien sur le produit typé investisseur. Voilà, avec défaut et à refaire et voilà. Et on en reparlera. Aujourd'hui, on est dans le flou, ça tombe bien. Manuel de survie dans la jungle immobilière de Stéphane Descartier. Et puis on a aussi Jean-Pascal Michaud qui vient régulièrement sur le plateau avec Stéphane. On pourra décrypter ce qui sera véritablement voté. Donc on se revoit dans quelques semaines et vous allez voir, on sera plus calme, on prendra moins de précautions et on vous donnera des conseils très très précis. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Je vous dis à demain pour les experts de l'IMO sur BFM Business.